messieurs, bonsoir. Bienvenue au 20h30 sur la CRTV. Bonsoir Valérie. Bonsoir Evelyne. Mesdames, messieurs, bonsoir. Voici les titres de l'édition de ce mercredi 4 mars 2015. Les nouveaux habits d'une capitale responsable, la communauté urbaine de Yaoundé lance aujourd'hui une campagne d'éducation à la citoyenneté, des amendes et la prison pour sanctionner l'indécence, l'insécurité et la destruction des biens publics. Après les émeutes, la vie reprend peu à peu au lycée de Nkouaban à Yaoundé. L'établissement tente de comprendre les débordements qui ont conduit à la grande bousculade d'hier. Une soixantaine d'élèves piétinés se remettent de leur contusion et de leur traumatisme. Lyrique et ses listes, le scandale éclabousse l'Institut des Relations Internationales du Cameroun, un concours d'entrée en filière diplomatie, une liste d'admis qui annule la précédente et des noms sacrifiés dans la manœuvre. Le 20h30 enquête sur une autre offense au mérite. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir. Le désordre doit cesser à Yaoundé. La communauté urbaine de la capitale vient de siffler la fin de la récréation. Tous les réfractaires à l'ordre, à la bienséance et au respect du bien public dans la ville seront soumis à des amendes et même à des peines de prison. Une campagne d'utilité publique et d'éducation à la citoyenneté a été lancée officiellement aujourd'hui. C'est une véritable croisade contre l'habillement indécent, les comportements et attitudes et même propos déviants, la saleté, contre la destruction des biens sociaux. Il est question à terme de créer un esprit neuf chez les habitants de Yaoundé pour une ville où il fait bon vivre dans un cadre agréable. Le reportage de Serge Tangana-Bissot. 11 heures tapantes, boulevard du 20 mai à Yaoundé, au niveau des cascades de la capitale. Circulation routière coupée. C'est d'utilité publique ça, ce petit désagrément. Comme un coup de pied donné dans la fourmilière de nos entorses à la moralité et à la bienséance. Yaoundé a marre de se donner fière allure sans que le fond des gens ne frémisse pour autant. Plus grande est la ville, plus grand est le mal. Les mots sont là, vous les connaissez. Dans tous les domaines, les repères sociaux sont en perte de vitesse. Nous voulons reconvertir le conscience des Camerounais pour que nous adoptions le comportement responsable. 5 panneaux et 2 abribus pour commencer la conscience. Tout est dans la récurrence. Il faut qu'on continue à, comme toute éducation, même l'éducation informelle, il faut répéter. La grosse artillerie rentre bientôt en scène avec des visuels de ce genre. 700 panneaux en tout, plus les réseaux sociaux. Ensuite, on tape. 700 panneaux, c'est ce que nous avons en simultané de disponible. Parce que ce qu'il faut comprendre dans ce programme, c'est davantage un programme de mobilisation des ressources. Vous connaissez les sabots, hein? C'est une forme de chicotte. Et ce ne sera pas seulement les sabots. On va commencer à leur demander de payer des amendes. On va commencer à mettre les gens en prison parce qu'ils ont uriné sur la voie publique, sur le goudron, parce qu'ils ont jeté des pots de bananes sur le goudron. Ça tombait bien un mercredi. Les enfants, de retour des classes, ont lu que les dessous restent en dessous. Un rappel en fait, autant que les autres d'ailleurs. La communauté urbaine de Yaoundé a déjà montré la voie en affichant sur les espaces dédiés, non pas sur les matériaux de récupération, anciennement panneaux taxis ou même feux de signalisation. Déjà aussi, les taxis prenaient le raccourci et d'autres jouaient les gros porteurs. Il y a match. Il ne faut pas chercher longtemps pour affronter l'incivisme à Yaoundé. On urine partout, le long des murs, sur les trottoirs, dans les rigoles. On préfère jeter les ordures hors des bacs. La courtoisie a laissé la place à l'injure. L'incivisme est partout, pratiqué par tous, même par les plus insoupçonnables. Mais c'est un phénomène que plusieurs dénoncent pourtant. Des citadins disent régulièrement leur rejet de l'incivisme. Pour les sociologues, c'est le résultat d'une modernisation mal négociée et d'un non-respect évident de toutes les règles de bienséance. Les visages de l'incivisme sont si nombreux et si fréquents qu'on pourrait finir par les trouver banals. Incivisme à Yaoundé, constats et réactions, Rabiatoula. Le geste est banal, presque un réflexe, comme ici ou là. Et le résultat final, le voici.
Cliché d'insalubrité physique et morale, tout cela porte un nom, incivisme. La rébellion contre les normes établies, contre la morale, la loi et les conventions. C'est un peu ça l'incivisme. Faire pipi à côté de la route, jeter les ordures à des endroits non autorisés, les insultes, le non-respect à l'égard des aînés, à l'égard de la religion, etc., etc. Au Cameroun, il colle au décor et crée l'inconfort. L'incivisme a pignon sur rue. Les populations se plaignent. Ce sont des mal éduqués quand même. On ne peut pas se mettre à injurier tous ceux qui passent. Et pour rien. Même pour quelque chose, je crois qu'on doit mieux se comporter. Je suis en train de traverser peut-être la route, la chaussée. Un taximan qui freine justement devant moi, qui se met à m'insulter. Je ne trouve pas que c'est normal. Et les ordures qu'on balance partout en route, c'est pas bien. Face au phénomène, des propositions de solutions. Parce que moi je suis de Saint-Malima et j'ai trop aimé ce que notre maire avant a fait. Parce que lui faisait ceci. Dès qu'on te voit jeter, on t'appelle, on t'interpelle. Et monsieur, vous venez de faire un truc. Va aller ramasser, aller jeter à la poubelle. L'État doit construire des toilettes en bordure des routes. Oui, parce que les gens qui font pipi en route là, s'il y avait des toilettes, oui, je crois qu'ils ne devraient pas faire. Mutation des cultures, défaut d'éducation, les experts analysent. Il y a comme une sorte de relâchement au niveau des cultures dites modernes qui accordent, je peux dire, un surpoids de liberté aux hommes, aux enfants et aux femmes. Donc une femme qui n'est pas bien éduquée ne produira que des hommes dans son environnement qui sont inciviques. Je sais qu'il y a un certain nombre de lois qui régulent la vie des hommes en ville, en communauté. Bon, ces lois existent, mais je crois qu'il y a des problèmes en ce qui concerne leur applicabilité. Assainir de l'intérieur pour faire propre des visus, il en faudra du courage aux autorités locales pour convaincre et vaincre. Jusqu'ici, des mises en garde de cet ordre n'y font rien. Ces petits détails du quotidien ont la peau bien dure. Et c'est pour dire il y a du travail. Lycée de Nkwaban à Yaoundé, le calme après la grande panique d'hier. Les cours ont timidement repris ce matin dans un établissement qui porte encore les marques de la violence. Environ 75 élèves ont été admis dans les hôpitaux pour des contusions, des traumatismes légers suite à une bousculade survenue hier à l'entrée de ce lycée en Nkwaban. La plupart, heureusement, ont quitté l'hôpital. Ici et là, les infrastructures du campus ont été vandalisées, des salles de classe saccagées ainsi que certains bureaux. En attendant l'ouverture d'une enquête sur la journée noire du 3 mars, le lycée de Nkwaban essaye de reprendre vie. Le reportage de Dieudonné Zra. Malgré sa bonne volonté, il est difficile pour cet élève de la classe de 5e de reprendre les cours comme ses camarades de la seconde espagnole ce matin. Olivier, qui revient de l'hôpital central, a perdu son uniforme et ses fournitures scolaires lors de la grande bousculade d'hier matin. Un incident qui aurait pu être évité si chaque élève présentait à l'entrée ses documents. Le cahier de discipline et le livret médical permettent le suivi de l'élève tant à l'établissement qu'en famille. Dans l'urgence, des mesures fortes sont annoncées pour réinstaurer le climat de sérénité dans le lycée de Nkwaban. Le mauvais vent est passé et tout doit redevenir à la normale. Mais nous n'allons pas laisser ceux qui veulent détruire l'établissement avoir le dessus sur nous. Nous allons convoquer les parents d'élèves, c'est les membres de la communauté éducative, nous l'avons déjà fait, nous allons les reconvoquer et ensemble, nous allons trouver des solutions pour mener tout ceci à bien. Selon les témoignages de ces surveillantes, ce problème d'indiscipline serait beaucoup plus profond, car, soutiennent-elles, de nombreux élèves sont adeptes de la drogue, de l'alcool et autres pratiques malsaines, les amenant à se dresser contre le règlement intérieur du lycée de Nkwaban depuis le début de la rentrée scolaire en cours.
Il y a comme une odeur de scandale qui flotte et pollue l'air autour de l'IRIC, l'Institut des Relations Internationales du Cameroun. À l'origine, la controverse après les résultats du dernier concours d'entrée dans la filière diplomatie. Après les délibérations du jury vendredi dernier, une liste définitive des admis a été affichée, mais le lendemain, une deuxième liste a remplacé la première. Seulement 6 noms de candidats admis ont été remplacés par d'autres. Et il ne fallait pas plus pour éclabousser l'institution, d'autant que, loin des caméras, les officiels avouent avoir corrigé la première liste pour respecter l'équilibre régional. Elvis Bimba a mené l'enquête. Voici les noms des 6 candidats présents sur la première liste et affichés puis retirés vendredi dernier pour ce concours d'entrée en la filière diplomatie de l'IRIC. Ils ont été remplacés par 6 autres candidats âgés comme les autres d'au moins 32 ans, présents sur la liste de départ de 990 candidats de ce concours le 3 février dernier. Les 6 candidats introduits étaient admissibles comme 46 autres. Leurs noms ont été introduits samedi matin pour, dit-on, dans les administrations concernées, permettre d'obtenir des résultats qui respectent l'équilibre régional, l'un des critères fondamentaux des concours administratifs au Cameroun. Dans le cas présent, il n'y avait dans cette première liste aucun candidat originaire des 3 régions septentrionales. C'est donc la seconde liste qui est sur les babillards de l'IRIC à la veille de la rentrée pour les candidats définitivement retenus. Seulement, cette liste de 6 noms intégrés comporte bien d'autres candidats en dehors des nordistes. Personne à l'IRIC et dans ses multiples tutelles ne nous expliquera pourquoi. Secret des délibérations, apparemment. Comme en 2006 à la faculté des sciences de la santé de Bouya et en 2008 dans l'inédit premier concours d'entrée à l'école normale supérieure de Maroua, les contingences politiques n'ont pas été gérées avec l'habileté habituelle, d'où la polémique et ses larmes autour des 6 candidats qui ont de justesse raté l'entrée en diplomatie au Cameroun. Et la fièvre du 8 mars qui monte, même si certaines femmes se sentent en marge du mouvement, ce sont les Bayam Selam, ces chères revendeuses. L'écho des préparatifs de la Journée internationale de la femme leur parvient en sourdine. Seule l'urgence du quotidien les préoccupe. La Bayam Selam vit au jour le jour et les occasions de distraction sont rares. La célébration de dimanche prochain les concerne tout de même, une célébration sans excès dans la dignité. Notre reporter Daniel Menanga est allé à la rencontre des Bayam Selam de Yaoundé. Reportage. Le jaune et le marron ne semblent pas séduire ces dames. Les uniformes ne se discutent pas sur le marché. D'ailleurs, les Amazones de là-bas préfèrent défendre des causes nobles le 8 mars. D'après moi, je ne considère pas le 8 mars sur le pain. Je dois d'abord savoir le thème de l'année. Le tissu de cette année même. Tu portes ça en main, c'est tout transparent. Après, on ridiculise les femmes. C'est que les temps difficiles ne permettent pas de planifier la journée internationale de la femme. On vit au jour le jour. Le 8 mars ici se prépare très mal. Parce que l'habit est d'abord trop cher. Il n'y a pas l'argent. Le 8 mars, c'est à 10 000. Nous, on n'a pas l'argent ici, là. Il n'y a même pas le marché. Je n'ai pas encore la tenue. L'avenir est incertain. Beaucoup choisissent alors d'apporter une touche spirituelle pour la célébration au Cameroun. Moi, j'aimerais l'évangélisation pour mettre en tête aux femmes, leur dire que femmes, pour la journée du 8 mars, allons à l'évangélisation, que notre pays soit dans la paix contre cette pandémie de Boko Haram. La lutte pour les femmes, c'est la prière. Ce que femme veut, Dieu veut. Mais il reste encore 4 jours. Un client, une journée de marchandises écoulées peut tout changer. C'est déjà pas mal de voir au-delà d'une simple étoffe. Poursuivons notre série sur ces femmes qui exercent des métiers autrefois chasse gardée des hommes. Les dames que nous vous présentons ce soir exercent toutes les deux dans le secteur de la mécanique auto. Jeannette Ketni est une spécialiste de la pneumatique. Aucun pneu, quel que soit le véhicule, n'a de secret pour elle. Quant à Nadine Nzana, elle excelle dans la vente des pièces détachées d'occasion.
Toutes les deux vivent de leur métier. Les regards parfois condescendants de certains hommes ne leur disent plus rien. Allons donc à la rencontre de ces jeunes dames. C'est avec Lucrèce Medunjemba. Elle tient ses collègues en respect. Dans cet atelier de pneumatique, Jeannette trône au milieu des hommes. Les pneus n'ont plus aucun secret pour elle. La force de ses bras est supérieure ou égale à celle des hommes. Ses offres de service le confirment. Je colle les pneus. Je nettoie les jantes. Quand quelqu'un veut acheter, on enlève la vieille et on remonte la neuve. Appelée Amazon ici, elle porte bien son petit nom. Ancienne footballeuse, Jeannette a abandonné le ballon rond, d'abord pour la quincaillerie, puis la pneumatique. L'accueil a été froid dans ce milieu essentiellement masculin. Avec mes collègues, il y avait d'abord un signe de jalousie. On m'insultait, tu ne peux pas faire comme d'autres femmes. Pourquoi tu veux venir faire comme des hommes? Le patron, lui, ne trouve plus rien à redire sur le travail de la jeune dame. Depuis qu'on a eu Amazon ici, là, vraiment, il travaille avec l'amour et avec la force. Bon, les clients ne se plaignent pas parce qu'elle travaille bien. Il en est de Jeannette comme de Nadine. À la recherche du pain quotidien, la jeune fille s'est lancée dans la vente des pièces détachées de seconde main. Tout ce qui concerne la voiture, même les moindres choses, je m'y connais déjà assez bien. Quand un mécanicien a un problème, les adaptations, c'est moi qui lui dis non, il faut aller faire comme ça, il faut aller faire comme ça et ça va. Ça c'est la pompe de direction. Ça c'est le cerveau de fond, là c'est le câble. Et évidemment au début, beaucoup d'hommes ne lui pardonnaient pas d'avoir autant de connaissances sur les pièces de véhicules. D'autres disent non, une femme ne peut pas me donner les conseils, une femme ne peut rien me dire. À force de persévérance et d'application dans son travail, la conseillère en mécanique auto, appelons-la ici, commence à avoir la cote auprès de la jante masculine. Nous travaillons ensemble. Donc, comme il travaille là, ça me plaît parce que quoi? Bon, je peux dire qu'en tant qu'une femme qui soit, c'est pour ça, donc ça me plaît. Quand la pièce est mauvaise, elle vous dirait que cette pièce n'est pas bonne. Lorsque la pièce est bonne, elle vous dirait que celle-ci est la meilleure. Et messieurs, ce n'est que le début. Les métiers exercés par Nadine et Jeannette sont révélateurs de l'engagement des femmes à aller désormais à l'assaut des derniers bastions, jadis réservés aux hommes. Alors vive les femmes. Autre lieu, autre femme, elle aussi impliquée dans les préparatifs de la journée internationale de dimanche prochain. Ce sont des femmes diplomates et des femmes de la Sûreté nationale. Elles ont chacune au sein de leur groupe organisé des causeries éducatives. Les dames de l'Assemblée nationale et celles de l'Agence de la norme sont, quant à elles, allées rendre visite à des déshérités. Les femmes de la JIZ ont choisi de discuter de l'égalité des droits entre les femmes et les hommes. Voici une mouture des activités liées au 8 mars aujourd'hui à Yaoundé avec Valérie Haïda. De nombreuses institutions ont choisi la sensibilisation par des causeries éducatives pour toucher leurs cibles. Les femmes diplomates qui ont pour souci de faire augmenter leur nombre dans leur corps de métier se sont rendues dans plusieurs établissements secondaires de la ville. À toutes leurs étapes, il était question de donner des informations crédibles aux jeunes filles sur la diplomatie et de répondre à leurs préoccupations. Ce sont des clichés qui ne sont pas toujours vrais. Elle pense que la femme diplomate c'est celle qui est légère. Elle pense que la femme diplomate c'est celle qui subit les harcèlements. Nous disons que la femme par nature est diplomate. Du côté de la police qui a réuni les élèves du primaire et du secondaire au quartier Buqueterie, le numéro vert 1500 leur a été communiqué. Les élèves devront l'utiliser pour dénoncer tout mouvement ou personne suspect. Et c'est le commissaire divisionnaire Cécile Oyeno qui conduisait la délégation des femmes de la DGSN à cette causerie éducative qui vise à former les jeunes à la citoyenneté compte tenu de l'insécurité ambiante de l'heure. Au quartier Bastos, la coopération allemande a axé ses activités de la Journée internationale de la femme sur l'égalité des droits entre femmes et hommes.
La 8e édition de la semaine baptisée Femmes et Filles Fortes a inscrit dans son programme des ateliers de transformation de la banane plantée en farine et une discussion sur la propriété foncière en Afrique centrale. Les femmes de la Nord ont plutôt ciblé les enfants déshérités du centre d'accueil d'Omvan. Elles ne sont pas restées indifférentes face à la souffrance de ces enfants orphelins et abandonnés qui n'ont pourtant pas demandé à naître. Elles leur ont apporté des produits de première nécessité. C'est la joie, une grande joie parce que je me demandais comment mes orphelins vont passer la fête de Pâques parce qu'il n'y avait rien. Et voilà, la Providence a veillé. Toujours dans le social, les femmes de l'Assemblée nationale, sous la conduite de Mme Fadjimatou Kavaï, se sont déportées au foyer Saint-Augustin d'Odja. Ici, les pensionnaires de cet orphelinat ont reçu de ces dames de cœur des médicaments, des denrées alimentaires et des vêtements. Nous savons que nous ne sommes plus seuls. Il y a toute une famille, toute une structure, des mamans et Mme Fadjimatou Kavaï et les personnes qui sont derrière pour nous donner un appui solide. Pour une journée internationale de la femme qui se célèbre pendant le carême, il fallait bien le faire. Un cœur en or au chevet des enfants drépanocytaires. Cœur d'Afrique, la fondation de Roger Mila a remis aujourd'hui un important don de matériel médical à l'unité de prise en charge du centre mère et enfant de la fondation Chantal Biya. L'ambassadeur itinérant apporte un appui attendu pour cette unité qui a besoin de plus de moyens pour soulager les patients enfermés dans le cercle vicieux de cette maladie. Reportage Joseph Clémonda. Légende vivante du football, Albert Roger Mila, ambassadeur itinérant, est aussi devenu une légende de l'humanitaire. Sa venue à la Fondation Chantal Biya s'accompagne d'une remise de dons pour les enfants drépanocytaires. C'est tout simplement pour accompagner la première dame dans tout ce qu'elle fait pour nos enfants drépanocytaires. C'est notre deuxième en 6 mois, notre deuxième fois de passer à la fondation pour remettre ces dons, parce que je pense qu'il y a un nécessaire pour ces enfants. Composé de 10 lits médicalisés modulables, des distributeurs d'eau potable, de 25 cartons de soluté et d'un lot important de médicaments, le don arrive à point nommé au centre mère et enfant. Ces lits que vous voyez sont très confortables et sont bienvenus pour ces enfants, notamment qui ont très mal et quand ils souffrent, toutes les positions, notamment les positions confortables que ces lits permettent d'aborder, de leur offrir sont importantes. Donc les lits sont très fonctionnels et très indiqués pour des enfants qui ont des attitudes antalgiques, qui ont besoin de confort. Deuxièmement, le fait d'avoir de l'eau, des sources d'eau, pas seulement pour les hospitaliser, mais pour ces enfants en consultation, maintient la bonne habitude ou les éduque dans la bonne habitude d'avoir toujours de l'eau potable et de l'eau à leur disposition, parce que être hydraté en permanence, c'est quelque chose qui est important pour eux. Le don répond à un besoin exprimé par l'association des parents d'enfants drépanocytaires. Le geste de la Fondation Cœur d'Afrique est une nouvelle. Lorsqu'il a apporté le premier don, je vous dis, c'est plus de 300 enfants qui ont été pris en charge gratuitement. Plus de 300 enfants. Et on espère qu'avec ce deuxième don qui arrive, ça va nous permettre encore de mieux nous occuper de ces enfants-là. Et je vous dis, tous les parents des enfants de la Fondation Chantal Biya, par ma voix, disent vraiment merci à l'ambassadeur itinérant. Depuis le 27 juin 2014, la Fondation Chantal Biya et la Fondation Cœur d'Afrique de Roger Mila sont liées par une convention. Elles se donnent ainsi la main pour soulager les enfants souffrant de drépanocytose. Le ministre tchadien de la Communication reçu en audience ce mercredi par le Premier ministre Philémon Yan. Hassan Sila Bakari est allé rendre compte au chef du gouvernement de la stratégie commune que N'Djamena et Yaoundé viennent de mettre en place pour mieux communiquer sur la guerre contre Boko Haram. Voici le compte-rendu de cette audience avec Jean-Pierre Ndiana. Sur le front militaire, le Tchad et le Cameroun gagnent des points contre la nébuleuse Boko Haram. L'autre bataille que les deux pays doivent à présent gagner, c'est celle de la communication. À l'immeuble Étoile, le ministre tchadien en charge du secteur est allé rendre compte au Premier ministre Philémon Yan de la stratégie que les deux pays viennent de mettre en place pour mieux communiquer sur cette guerre. Le chef du gouvernement est déjà sensibilisé et mieux outillé que nous
en termes d'harmonisation de la communication. Donc nous avons reçu plutôt des instructions du chef du gouvernement pour que le Tchad et le Cameroun puissent harmoniser leur communication et gagner la bataille communicationnelle face à la nébuleuse au terroriste Boko Haram. Comme l'avait déjà dit et fait le président Idriss Déby Itno, le ministre tchadien de la communication a voulu rassurer les Camerounais quant à l'option résolue de son pays d'assister le Cameroun afin de lui éviter de perdre un seul centimètre carré de son territoire national du fait de la chose terroriste qu'est Boko Haram. Voici l'histoire de deux pèlerins, tous les deux nommés Bakari, l'un tchadien, l'autre camerounais. Tous deux portent la bonne nouvelle de l'union sacrée de la presse contre le terrorisme. Les médias et les écoles de formation sont le terrain privilégié pour semer cette bonne nouvelle. Les deux ministres de la communication du Cameroun et du Tchad ont poursuivi le tour des rédactions et des rencontres avec les journalistes pour les convertir à une attitude responsable, professionnelle et citoyenne dans la gestion du discours sur Boko Haram. Le credo des deux Bakari est contenu dans un plan d'action de communication de guerre. Hassan Silla Bakari et Issa Chiroma Bakari bouclent ainsi 2 jours de travaux à Yaoundé. Voici le reportage de Françoise Kokichouès. Le Tchad et le Cameroun vont parler d'une seule voix en ce qui concerne les nouvelles du front contre Boko Haram. La stratégie commune de communication a été rendue publique au terme de 2 jours de travaux d'experts. Nous allons signer un procès verbal tout à l'heure qui retrace en fait les activités à mener ensemble. Parler le même langage veut dire tout simplement avoir un pool de communication conjoint, veut dire avoir une unité qui est basée à N'Djamena et à Yaoundé, veut dire que le ministre de la communication du Cameroun peut parler au nom de la République du Tchad quand il s'agit de défendre les intérêts moraux et matériels de la République du Tchad dans cette guerre, comme le ministre de la communication du Tchad peut parler des forces de défense de la République du Cameroun. Les ministres camerounais et tchadiens de la communication ont poursuivi ce mercredi leur tournée d'explication auprès des journalistes de différents médias de la place, Mutation, Sopecam, mais aussi le CFPA, le Centre de formation professionnelle de l'audiovisuel. Nous sommes donc venus ici, au Centre de formation professionnelle de l'audiovisuel, pour accompagner le ministre, mon frère, ministre de la communication, porte-parole du gouvernement tchadien, qui est intéressé par la formation des journalistes de son pays. Il est prêt à nouveau à envoyer des étudiants, des apprenants tchadiens pour venir acquérir le savoir auprès de vous qui le détenez. Le ministre tchadien de la communication quitte le Cameroun ce jeudi pour le Niger. Les chefs traditionnels bamboutos de la région de l'Ouest viennent de séjourner à Maroua dans l'extrême nord. Ils sont allés au plus près du front pour dire leur soutien aux forces de défense engagées dans la guerre contre Boko Haram. Dans leur bagage, ce qu'ils ont appelé un franc symbolique, ils ont tenu à manifester concrètement leur solidarité aux populations victimes des attaques terroristes. La cérémonie de remise de ce don était présidée par le gouverneur de la région de l'extrême nord, Midi Awa Bakari. Le reportage d'Alexis Guidiartoin, CRTV Extrême Nord. Depuis que l'extrême nord est en guerre contre Boko Haram, la solidarité nationale et internationale n'a pas fait défaut. Déploiement des forces et des moyens, marche de soutien et autres dons, tout y est passé. Le Cameroun et ses amis restent mobilisés pour redonner du sourire à la population de cette partie du pays. C'est dans ce chapitre que se situe ce geste des 16 chefs traditionnels bamboutos dans la région de l'Ouest. Un élan de cœur salué par le gouverneur au nom des bénéficiaires. Nous sommes très sensibles au nom de toutes les forces ici dans la région de l'extrême nord. C'est un geste qui nous va droit au cœur et qui, pour ma part, s'inscrit en droite ligne des préoccupations de l'heure. Il n'est pas besoin de rappeler que le chef de l'État l'avait très bien souligné face à un ennemi commun. La solidarité devait jouer à plein. Je crois que cet appel a été entendu par les communautés. En retour, il a dit à la délégation du ministère de la Défense, conduite par le colonel Gabriel Bida, major général de l'état-major de l'armée de terre, l'engagement de la troupe à se battre avec la dernière énergie. Je voudrais dire combien ces forces ont été sensibles
est content de ce geste, de savoir que la République tout entière est derrière eux. Et ils ont promis ne céder aucun centimètre de ce triangle national tant qu'ils vivront. Ils l'ont promis, ils vont défendre ce territoire jusqu'à la dernière goutte de leur sang. Donc ils nous ont demandé en retour de dire merci au chef de l'État pour tous les efforts fournis pour l'amélioration de leurs conditions de travail et à toute la population camerounaise. Il reste que la population elle-même contribue à la lutte pour la paix en fournissant des informations dignes de foi. Sur le front de la guerre, cette menace en direction du chef du groupe terroriste nigérian de Boko Haram, Aboubacar Shakau, a été sommé aujourd'hui de se rendre, sinon il sera éliminé. Une menace à prendre très au sérieux puisqu'elle vient du président tchadien. Idriss Déby Itno s'exprimait au cours d'une conférence de presse conjointe avec le président nigérien. Idriss Déby affirme savoir avec exactitude où se cache le chef de Boko Haram. En économie, le Cameroun se cherche un plan directeur d'industrialisation. Ce plan directeur devrait intégrer les bonnes pratiques et les normes internationales. Les responsables du ministère de l'Industrie, de Mines et du Développement technologique sont à l'école de l'appropriation de ces normes et principes incontournables dans l'élaboration d'un plan directeur du secteur. Un cabinet d'experts anime cet atelier ouvert ce matin par le secrétaire général du ministère de l'Industrie. Attendu les outils d'élaboration et de mise en œuvre d'une vraie politique d'industrialisation. Compte rendu Florence Ndeng. C'est de la primauté de la politique industrielle qu'il s'agit dans cet atelier. Dans les années 60-80, selon les experts, de nombreux pays du tiers-monde avaient élaboré des plans directeurs d'accompagnement. Et ceux qui ont respecté les exigences internationales sont aujourd'hui émergents. Mais le Cameroun, dont l'industrialisation se base sur la transformation de ses matières premières, n'a pas pu décoller. La crise est arrivée et on s'est mis à suivre plutôt les plans d'ajustement structurel avec le FMI et la Banque mondiale. Quelques thèmes seront discutés entre les cadres des ministères sectoriels et les experts d'un cabinet privé pour une parfaite maîtrise de la méthode et des standards internationaux, parmi lesquels l'orientation et axes stratégiques, accès au marché et au financement et surtout environnement des affaires incitatif et compétitif. Dans le cadre du traitement des affaires, on a mis en place par exemple la loi 2013-04 du 18 avril 2013 fixant les incitations à l'investissement au Cameroun. Le code minier, le code gazier, le code pétrolier, la loi sur le régime de partenariat public-privé, y compris la loi de finances globale. Ce que le plan directeur apporte, non seulement c'est aussi une incitation parce qu'il montre le cap, il montre la voie, mais également il essaie de fixer les priorités. Pour avancer, il faut des bons rails, il faut des bonnes vitesses, il faut des bons ajustements. Le ministère de l'Industrie espère que ce plan directeur qui sera élaboré permettra enfin au Cameroun d'atteindre son émergence. L'Église catholique romaine veut comprendre le phénomène Boko Haram. Elle a une enquête dans le diocèse de Maroua Mokolo, la zone la plus proche du front de guerre. 2 enseignants de l'Université catholique d'Afrique centrale ont été déployés sur le terrain et ils ont constaté que la guerre déclenchée par Boko Haram n'est ni religieuse ni interreligieuse. Et le Cameroun ne devrait donc pas se laisser distraire par les messages de cette secte purement terroriste. Pierre Bina Barga. La conférence épiscopale nationale du Cameroun reste préoccupée par l'insécurité qui règne dans le diocèse de Maroua Mokolo, dans l'extrême nord. Grâce au soutien de l'organisme américain Catholic Relief Service, CRS, et à travers le Service national justice et paix, le professeur Jean-Paul Messina et le professeur Abbé Antoine Essomba-Fouda ont été désignés pour une mission d'enquête dans l'extrême nord. Et l'atelier de restitution de cette enquête a eu lieu ce mercredi au siège de la conférence épiscopale nationale du Cameroun en Boulier. Cette situation au Cameroun, avec l'instabilité causée par la secte de Boko Haram, nous concerne tous. Nous sommes amenés par la Bible à tout faire pour que la paix règne dans notre société, surtout dans la partie septentrionale de notre pays. Le rapport comprend 6 articulations, tout aboutissant à la recherche de la paix.
il y a d'un côté cette espérance, l'espérance des hommes qui ont foi en Dieu, mais en même temps, vous avez des gens qui sont totalement désemparés parce que lorsqu'on est dépossédé de tout, on se retrouve tout seul dans la rue. Eh bien, vous voyez, n'est-ce pas, la désolation. La secte Boko Haram met les croyants, comme les non-croyants, au cœur de l'insécurité. Il faut tendre la main au Seigneur Dieu Tout-Puissant Miséricordieux. La prière va de pair avec la justice, va de pair avec la paix. Alors, si nous prions l'Éternel, le Dieu de paix, c'est pour que cette paix-là entre dans les cœurs. Dans sa conclusion, l'étude sur la violence et l'insécurité dans l'extrême nord révèle qu'on ne peut pas servir Dieu en versant du sang. La tiédeur dans la réaction de la communauté internationale est aussi déplorée. Nous poursuivons le tour du Cameroun dans les agences ISACAM. Hier, nous étions à Bafoussam, dans la région de l'Ouest, aux côtés du meilleur agent régional de la Société Hygiène et Salubrité du Cameroun. Et ce soir, nous allons saluer les efforts du jeune Jean Mbianda, le meilleur agent de l'année 2014 de l'agence ISACAM de Bertois, dans la région de l'Est. Eli Ome Ondo. C'est désormais une tradition. ISACAM, cette société chargée de l'hygiène et de la salubrité dans nos villes, encourage l'excellence et la saine émulation entre son personnel à travers le Cameroun. En ce début d'année 2015, dans la région de l'Est, la cérémonie de désignation du meilleur employé 2014 s'est déroulée dans l'enceinte des locaux abritant l'agence ISACAM à Bertois. Le chef d'agence Alain Komomiko prend la parole. Cette saison, la commission a fait recours aux critères d'âge pour départager les deux premiers. Ils avaient tous une moyenne de 19,5 sur 20. C'est ainsi que Jean Biamba est passé à travers les mailles et est désigné meilleur employé 2014 à Bertois. Le sentiment que je ressens en ce moment est immense et je ne saurais ne pas remercier mes encadreurs et mes collègues qui m'ont soutenu tout au long de cette année. Le critère d'âge lui donne raison sur son vis-à-vis puisqu'il est porté dans le cœur de ses camarades. Oui, vraiment, nous sommes très contents. Il mérite d'être meilleur employé à ISACAM Bertois. Je l'applaudis parce qu'il a fait de son mieux, il est sorti devant moi, il m'a vaincu, j'ai pris la deuxième place. Le choix bien qu'impartial de la commission réconforte les pensées de ses supérieurs. Ceux-ci disent de lui qu'il est infatigable et très disponible. Ce monsieur, il est complet. Partout où vous allez l'envoyer. Et le plus plaisant, c'est que même quand il est fatigué, bon, il s'en va, il fait son travail. Il a fait attention à son comportement, il a fait attention à son rendement. Et c'est ce qui a valu aujourd'hui sa récompense. Pour la toute première fois, une femme monte au trio de tête à Bertois. Marie-Madeleine Abogo occupe la 3e place avec une moyenne de 19 sur 20. Merci pour notre chef d'agence qui a choisi une femme. Elle méritait ce meilleur. Le chef d'agence a saisi cette opportunité pour lancer la saison 2015 du meilleur employé ISACAM en donnant rendez-vous aux élus dans quelques jours à Douala pour la réception de leur prix. La Fédération camerounaise des sports pour déficients physiques a reçu cet après-midi du ministère des Sports un don de matériel sportif. 3 fauteuils roulants aérodynamiques qui devraient donner des chances aux athlètes de cette fédération sur les scènes nationales et internationales. Et cette cérémonie a donné l'occasion à cette fédération de présenter le bilan de sa participation à une compétition internationale à Dubaï avec à la clé une médaille en or et 2 en bronze. Wilfried Kotou. Le don de 3 fauteuils roulants aérodynamiques du ministère des Sports et de l'Éducation physique contribue à combler un déficit observé lors de 7e FASA, la dernière compétition à laquelle les athlètes déficients physiques ont pris part aux Émirats Arabes Unis. Le matériel que nous avons utilisé lors de la préparation, ce n'était pas un matériel de bonne qualité, compte tenu des standards internationaux. Ce matériel s'éloignait de ces standards internationaux, mais malgré tout, nous avons quand même pu, comme nous sommes dans le sport pour personnes handicapées, le sport adapté, nous avons pu quand même adapter pour pouvoir essayer de faire des performances. Le Cameroun a récolté à Dubaï 3 médailles, 1 en or et 2 en bronze. Ça s'est très bien passé, malgré que le changement climatique était un peu dérangeable. Et bon, on a pu faire de notre mieux pour pouvoir rentrer avec quelque chose. Au-delà de cet appui logistique,
La FECADEF attend davantage de l'État pour défendre valablement les couleurs du Cameroun au même titre que les sportifs valides. Nous présentons d'abord déjà des déficiences qui nous amènent à demander davantage à l'État parce que nous n'avons pas demandé d'être handicapés. Nous sommes devenus handicapés dans notre société et la société tout entière doit se mobiliser pour que la personne handicapée puisse être bien. À brève échéance, le Cameroun est appelé à disputer une compétition de powerlifting ce mois de mars à Tunis. À retenir de ce journal qui s'achève, la communauté urbaine de Yaoundé qui a lancé aujourd'hui une campagne d'éducation à la citoyenneté, sachez-le désormais, des amendes et de la prison pour sanctionner l'indécence, l'insalubrité, la destruction des biens publics et puis après les émeutes, la vie qui reprend peu à peu au lycée de Kouaban, ici à Yaoundé. Merci de votre bien aimable attention, mesdames et messieurs. Retrouvons-nous demain lorsqu'il sera 20h30. Bonsoir. Bonsoir Evelyne. Bonsoir Valérie, le tout en image c'est à minuit. Merci de rester sur la CRTV.